On a tendance à l'oublier, mais notre monde est en fait organisé par des structures, des sortes de plans invisibles qui dictent vraiment notre quotidien. Aujourd'hui, on va essayer de décoder tout ça ensemble en partant de très haut, des frontières d'un pays, pour descendre jusqu'au seuil de notre porte. On y pense rarement à la façon dont notre monde est découpé, organisé, et pourtant, si on prend les choses à la plus grande échelle, comme les frontières d'un pays, et qu'on zoome jusqu'à la plus petite, on se rend compte qu'il y a un ordre, des règles, des plans qui guident notre façon de vivre, de nous déplacer, d'interagir les uns avec les autres. Alors, la vraie question, c'est comment est-ce que tout ça s'emboîte concrètement ? Eh bien, c'est justement le point de départ de cette analyse. Il existe une logique, oui, une logique cachée, un grand plan directeur qui se cache derrière notre environnement. Allez, commençons notre exploration pour le déchiffrer. Pour bien comprendre cette structure, le mieux c'est de commencer par le sommet, par le niveau macro. On va observer le plan d'une nation, et pour ça, on va prendre l'exemple de la Belgique. C'est un cas d'école pour voir comment un territoire peut être divisé en différentes entités. On attaque notre première partie, le plan d'une nation. Parce qu'un pays, attention, ce n'est pas juste un bloc uniforme. Non, c'est un assemblage de plusieurs couches de pouvoir, des structures invisibles qui s'emboîtent les unes dans les autres. On a d'abord ce qu'on appelle les régions. Il faut les voir un peu comme les gestionnaires du territoire physique. C'est elles qui s'occupent de l'économie, de l'aménagement, de l'environnement. En gros, c'est une organisation qui répond à des logiques géographiques. Le pouvoir est, si on veut, littéralement ancré dans le sol. Et puis, par-dessus ça, une autre couche vient se superposer, les communautés. Alors là, c'est différent. Elles ne sont pas définies par la géographie, mais par la langue parlée. Elles gèrent tout ce qui touche directement aux personnes. L'enseignement, la culture, c'est une organisation qui répond directement à la diversité linguistique du pays. C'est le pouvoir qui est lié, cette fois, à l'identité. Et enfin, entre les deux, on a un niveau intermédiaire, les provinces. Elles agissent un peu comme un relais administratif, sous l'autorité des régions, et elles gèrent des dossiers plus locaux, comme l'environnement à petite échelle ou certaines routes secondaires. Ce tableau, il résume tout ça parfaitement. Regardez, on voit très clairement la répartition des tâches. L'économie, l'environnement, ça, c'est pour les régions. La culture, l'éducation, hop, ça passe aux communautés. Ce n'est pas juste de la paperasse, c'est ce partage des compétences qui dessine le véritable plan politique du pays. Deuxième partie, les artères de la connexion. Ok, maintenant que le plan politique est posé, il faut bien que tout ça soit connecté. On va zoomer un peu pour regarder les réseaux qui donnent vie à ce plan. Et quoi de mieux pour ça que les routes ? À la plus grande échelle, évidemment, on a l'autoroute. Elle est conçue pour la vitesse, les longues distances. C'est un peu l'épine dorsale du transport moderne, celle qui relie les grandes villes entre elles. C'est vraiment l'artère principale de notre réseau. Et puis, à l'exact opposé du spectre, on trouve la ruelle. Étroite, souvent piétonne, elle représente la circulation à échelle humaine. On pourrait dire que c'est le vaisseau capillaire du réseau, essentiel à la vie des quartiers denses et historiques. Cette comparaison visuelle est saisissante, non ? D'un côté, le flux de masse, la vitesse, la connexion à très grande échelle, et de l'autre, la proximité, le rythme humain, la vie de quartier. Chaque type de voie a vraiment une fonction bien précise dans le grand plan d'ensemble. Troisième partie, nos espaces partagés. Bon, ces routes, elles nous mènent quelque part, vers les endroits où l'on vit. Et c'est là qu'une autre distinction fondamentale entre en jeu, celle entre ce qui est public et ce qui est privé. La différence fondamentale entre les deux, c'est une question d'accès. L'espace privé, c'est exclusif. On y entre sur invitation, c'est chez soi. L'espace public, au contraire, est inclusif, par définition ouvert à tous. On peut dire que c'est le terrain de jeu de la vie collective. D'abord, l'espace public, c'est un peu le théâtre de notre vie sociale. C'est là que les communautés se retrouvent pour faire la fête, pour célébrer, comme pendant un carnaval. C'est un lieu de rencontre, de partage, de lien social. Mais sa fonction est aussi bien plus cruciale. L'espace public, c'est la scène de la citoyenneté. C'est dans la rue, sur les places, que les idées s'expriment, que les revendications se font entendre. C'est véritablement le cœur battant de la démocratie. Et enfin, bien sûr, l'espace public est un lieu de flux. Pensez aux gares, aux centres commerciaux. Ce sont des endroits où l'on se croise, où l'on fait des achats, où l'on transite. Ce sont les grands carrefours de notre vie de tous les jours. Quatrième partie, le flux et le reflux humain. Alors voilà, on a le plan, on a les connexions et on a les espaces. Maintenant, on va zoomer sur le niveau le plus intime de tous, l'humain. Pourquoi est-ce qu'on bouge au fond à l'intérieur de cette grande structure ? Historiquement, le mouvement était assez simple. C'était l'exode rural qui poussait les gens des campagnes vers les usines des villes. C'était un mouvement à sens unique. Aujourd'hui, la situation est devenue beaucoup plus complexe, avec des flux qui partent dans les deux sens. D'un côté, on a ce qu'on peut appeler un exode urbain. Ce sont souvent de jeunes familles qui quittent la ville. Pourquoi ? Elles sont attirées par un cadre de vie plus calme, des logements plus abordables, tout en pouvant souvent garder leur emploi en ville grâce au transport.
Mais, et c'est là que ça devient intéressant, on observe aussi le mouvement inverse, un exode rural moderne. Cette fois, ce sont des populations plus âgées qui quittent la campagne. Parfois, la maison familiale est devenue trop grande, ou alors c'est le besoin de se rapprocher des services, des commerces, des médecins, qui les pousse à revenir en ville. Du plan d'une nation jusqu'aux choix de vie les plus personnels, on a vu que notre monde est une structure vivante, qui se réorganise en permanence. Ces plans, ces flux, rien de tout ça n'est figé dans le marbre. La question qui reste en suspens, c'est donc de savoir comment tout ça va continuer d'évoluer. À quoi ressemblera le plan directeur de notre monde demain ?